Ça va, vous allez bien? C'est énorme. I'm your worst nightmare. I'm an AI created by O2. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce Bien soir. joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. D'abord, merci encore d'être venu pour la 3e fois à l'Institut de la communication et des médias. Il me semble, pour avoir assisté à tous les échanges de ce matin, que c'est le bon endroit pour discuter de ces questions, médias et démocratie. Donc moi, je l'ai dit ce matin rapidement, ma spécialité, c'est l'extrême droite et l'écologie. Donc j'ai un petit peu entendu des choses que j'ai pu constater dans mon domaine d'application. Très rapidement, Guéna Elgo, ce matin, nous a rappelé que plus de la moitié des Français se disent fatigués de l'actualité. Voilà, l'exode informationnel, nouveau terme, nouveau concept. Ici, à l'Institut de la communication et des médias, on va réfléchir sur ce concept. Il y a de plus en plus de gens qui se détournent de l'écosystème médiatique, ce qu'on a appelé il y a longtemps des médias consommateurs. Et surtout, ce qui m'a moi marqué, c'est que Guéna Elgo rappelait que la polarisation, la fameuse polarisation, il en a été question dans la table ronde suivante, cette polarisation, elle fait quoi? Elle fait que les extrêmes prennent toute la place et que ça rend invisible la grande majorité des gens. 80% des gens ne sont plus représentés dans un certain nombre de médias, dont les réseaux sociaux numériques, mais aussi les télévisions privées, etc. Et donc, dans les médias et dans la société, c'est-à-dire qu'on a l'impression, en gros, que, pour le dire rapidement, il y a ce que certains appellent les bouffons médiatiques qui prennent tout l'espace, qui hurlent, qui prennent toute la place et tout le temps de parole, et que la grande majorité des gens n'ont plus de place et ne peuvent plus dire qu'en fait, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec les uns, pas tout à fait d'accord avec les autres, et qu'il y aurait quelque chose au milieu qui leur conviendrait, mais apparemment, personne ne porte ça. Dans ce que disait Guéna Elgo, j'ai bien aimé à la fin ses préconisations sur le terme, et je vais le résumer en termes d'une cure peut-être de méditation à la fois active et consciente. Active, ça veut dire on ne laisse pas la place à ces bouffons médiatiques, et consciente, ça veut dire qu'on est un petit peu conscient de ce qu'on dit et ce qu'on fait, et on arrête d'avoir juste des opinions, on essaie d'avoir des arguments. Ça, c'est ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants ici. Et je pense que c'est de bonne politique générale. Ilia est venu nous dire, depuis son expérience russe, mais aussi son regard sur l'ensemble du monde, il est ici chargé de l'international au sein du laboratoire, il nous a rappelé cette misinformation, disinformation, malinformation, tous ces concepts qui montrent qu'on ait une régulation à la russe ou une dérégulation à la mode américaine, dans les deux cas, on est contrôlé par des algorithmes. Et donc, ni l'une ni l'autre ne répond à la question démocratique. La question qu'il a posée, c'est est-ce que la régulation plus stricte que propose par exemple l'Europe permettrait d'en sortir? Il dit, lui, ça pourrait aussi empêcher une forme de liberté. Et donc, il pose comme hypothèse, comme ouverture, qu'est-ce qu'est devenu cet Internet citoyen, qui était le début d'Internet, si vous vous en souvenez. Au début, Internet, c'était plutôt des gens avec des chemises à fleurs, des anarchistes qui avaient inventé ce système. Un Internet citoyen, il l'a dit, ce serait régulé, mais démocratique. Est-ce qu'il y a, là encore, des poches, des endroits, des inventions qui seraient possibles, qui ont été possibles au début de l'Internet, pour les vieux comme moi? J'ai utilisé Internet à une époque où c'était beaucoup plus régulé, mais beaucoup plus démocratique aussi, où on faisait nous-mêmes tout un tas de choses. La table ronde ensuite, je ne vais pas la résumer en quelques mots, vous avez retenu des choses. Il y avait eu un aspect très scientifique, à savoir, est-ce que oui ou non on est capable, médiatiquement, dans la démocratie médiatique, dans la médiocratie actuelle, de remettre un peu de sens, c'est-à-dire aussi des règles de méthode, des règles de la méthode, dirait Durkheim, le sociologue, pour comprendre le monde, et pas juste avoir des opinions sur le monde, et juste s'affronter en termes d'opinions les uns et les autres, ça a été un des sujets, mais aussi essayer de donner à comprendre. Donc, en quoi l'EMI, la capacité qu'on a à faire de l'éducation aux médias et à l'information, et désormais aux moyens de communication et pas seulement l'information, ça a été dit à plusieurs reprises, par les 4 intervenants, qui chacune et chacun, dans leur style, dans leur métier, dans leur intervention, sont confrontés au fait, et on en est arrivé là à un moment, qu'il est de plus en plus difficile de demander aux gens d'avoir et l'esprit critique, et de ne pas sans arrêt tout remettre en question
au nom de « Ah, j'ai vu un truc sur Internet, c'est vachement intéressant. Et c'est mon opinion, j'ai bien le droit de. » C'est, je dirais, la dictature du « j'ai bien le droit quand même ». Cette dictature du « j'ai bien le droit », pour votre information, il y a 20 ans, c'est exactement la stratégie utilisée par un certain nombre d'extrémismes, notamment sur Internet et ailleurs. Donc voilà, dans le concret, on en a reparlé ce midi, on en a entendu parler lors de cette table ronde. Il est évident que sur le terrain, il va sans doute falloir, et on l'a entendu, plusieurs intervenantes et intervenants l'ont dit, former des centaines et des centaines et des centaines de personnes pour intervenir rapidement, pour écluser cette baignoire qui se remplit en permanence de fausses informations, d'infox, etc., etc. Et donc ça veut dire qu'il y a là un gros travail, un gros développement. Il va falloir évidemment trouver des fondations et des financements pour le faire, si l'État se désengage comme il semble parfois le faire. J'en reviens rapidement à la question de l'historicité de tout ça, parce que Genaël nous disait 2024, 2022, 23, 24, elle a mené son enquête, qui est une excellente enquête, que je vous conseille d'aller la voir à nouveau. En 2004-2005 paraissait la Malinfo. Il se trouve que j'avais dirigé cette enquête qualitative qui disait déjà un certain nombre de choses, mais qui n'avait pas encore utilisé Internet et les réseaux sociaux numériques qui n'existaient pas ou très peu. Je vous invite aussi à regarder ce qu'a fait Destin Commun. Destin Commun, c'est un peu comme l'Obsoco, mais c'est des gens un peu plus engagés, qui disent « Nous, ce qu'on veut, c'est remettre du lien entre les gens ». Et ils font des enquêtes, des études qualitatives tout à fait sérieuses, avec des profils de Français, et ils ont étudié les Français face à la désinformation. Je pense que c'est un bon ouvrage à mettre entre toutes les mains, cette enquête, qui sera complémentaire de celle de l'Obsoco. Celle de l'Obsoco, elle est là, les Français et la fatigue informationnelle, en lien avec Jean Jaurès, Arte et autres. Donc, il est disponible en ligne, gratuitement. Ça fait partie des choses gratuites. C'est à lire et à faire lire, évidemment. Et puis, j'ai parlé rapidement ce matin de cette grande enquête qui paraît tous les ans. Kantar Public, elle paraît dans La Croix. C'est La Croix qui a fait le lien, mais c'est Kantar, l'organisme Kantar qui le fait. Cette enquête, elle dit quoi? Elle dit que la crédibilité des médias, en gros, on a toujours la radio qui est en haut, qui est la plus crédible. Ce n'est pas la plus utilisée, mais c'est la plus crédible, 54%. Le journal, puis la télé, et loin derrière Internet. D'accord? Quand on demande en général à propos des nouvelles que vous lisez dans un journal, est-ce que vous vous dites les choses se sont passées comme ils le disent? Donc la crédibilité, c'est la radio. Ce n'est pas la radio qui est la plus utilisée, mais vous pourrez aller voir dans les enquêtes Kantar qui sont disponibles régulièrement. C'est plutôt on utilise la télévision et loin derrière Internet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution sur le long terme. Depuis 87, vous voyez que ça évolue, puis on voit Internet apparaître dans les années 2005, c'est-à-dire à l'époque où je vous parlais de cette enquête La Malinfo. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est éventuellement, et j'en parlais ce matin, par rapport au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est l'opinion sur le développement du partage d'informations via les réseaux sociaux. En quoi les réseaux sociaux sont venus impacter cette question de l'information? On a ici une école de journalisme, il se pose tous les jours la question, est-ce que oui ou non les réseaux sociaux numériques, les vrais réseaux sociaux, c'est aller avoir des amis et aller prendre un verre avec. Les réseaux sociaux numériques, n'oubliez pas de toujours préciser, ces réseaux sociaux qui n'en sont pas, qui sont de moins en moins sociaux, qui voire même donnent de l'associabilité, voire de l'asocialité complète, avec des gens qui sont malades, qui restent chez eux, le syndrome de la cabane. On le voit au Japon, on le voit en France de plus en plus. Le Covid l'a encore renforcé. On a 15 à 20% de la population qui, en gros, n'a plus de rapports sociaux, ou pratiquement plus, et se contente d'Internet et des réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux, le terme lui-même est mensonger. Il faut bien toujours dire réseaux sociaux numériques, ce que j'appelle le nouvel âge des foules, de nouvelles foules numériques. Eh bien, 53% pensent que est-ce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux pour partager les informations? Vous voyez, 53% c'est une mauvaise chose, c'est plutôt pas terrible, et 33% seulement une bonne chose. Mais derrière, il y a quelque chose qui se cache. Et là, c'est le sociologue qui parle, évidemment. Et je vous laisse avec ça. L'opinion sur le développement du partage d'informations via les réseaux sociaux, en fonction de l'âge, eh bien, les moins de 35 ans pensent que c'est une bonne chose à 51%, et les plus de 35 ans pensent que c'est une mauvaise chose à 59%. On a vraiment un clivage générationnel sur le type de partage d'informations. Et le clivage générationnel, on le retrouve tout au long sur les réseaux sociaux, derrière, sur la question de... Alors, je ne les ai pas mis là parce que je voulais faire très rapide. Vous pourrez aller voir sur la question de est-ce qu'il faut réguler, oui, non, etc. Tout le monde veut réguler, sauf les moins de 35 ans. Donc, on a vraiment aussi là une nouvelle problématique qui est... C'est apparu en 2005, et vous prenez 2005-2025, ils ont 20 ans. Ils sont nés avec les réseaux sociaux numériques. Et c'est ce qu'on appelle les natives, les enfants qui sont nés en 2000 et après 2000. Les natives, eh bien, ils sont nés avec, ils ne voient pas pourquoi on devrait réguler quelque chose, finalement, qu'ils ont, eux, acquis, et qu'ils maîtrisent souvent beaucoup mieux que leurs parents et leurs grands-parents, bien entendu.
Voilà, pour conclure, les 3 questions qui se sont à mon avis posées. 1. Quelles sont les formes de régulation des contenus? Et j'insiste, en nombre et en qualité. La question du nombre de contenus n'est pas anodine. Ce qu'on appelle la foire des sens, le fait qu'on n'a jamais été aussi informé et on n'a jamais aussi mal compris le monde. Les deux sont reliés. Donc, régulation des contenus en nombre et en qualité. Comment est-ce qu'on qualifie des contenus? 2. Je pense qu'il faut de plus en plus, et ce qui a été évoqué dans la table ronde, parler des producteurs de contenu. Qui sont les producteurs des contenus que l'on voit tous les jours? Et décrypter ce qu'on va appeler les influenceurs. Aujourd'hui, le terme est tout à fait banalisé. En sociologie, quelqu'un qui faisait preuve d'influence, c'était un manipulateur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir influenceur. Il y en a 55 millions dans le monde. La plupart gagnent moins de 1 000 € par mois, mais tout le monde pense qu'on va finir à Dubaï avec 10 000 € par mois. Donc les influenceurs, donc décrypter ça. Qui sont les influenceurs? Qui ne sont jamais neutre. Et il faut arrêter avec ce terme de neutralité. Il est faux, et en journalisme et en communication, il n'y a jamais eu de neutralité. Il y a une tentative d'objectivité, mais jamais de neutralité. Tout le monde parle de quelque part. Toute organisation porte un discours, toute personne porte un discours qui est l'avis qu'elle peut avoir sur un sujet. Et donc je reviens à mon sujet tout à l'heure. On arrête avec les opinions et les avis, on développe des argumentations avec des sources. On source son argumentation, sinon ce n'est pas quelque chose de crédible et de sérieux. Et enfin, l'éducation aux médias, puisque c'est de ça dont il a été question beaucoup aujourd'hui, aux médias et au contenu, parce que de plus en plus, il faut s'intéresser aux médias qui sont des tuyaux, des moyens de communication, le fameux village global, McLuhan, 1950-60, mais aussi au contenu, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la question de l'entertainment tout le temps, partout, le fameux, les gens qui regardent en permanence des choses et qui sont complètement hypnotisés par ça, avec de la dopamine, et sortir de ce que je vais appeler une forme de crise du sens. Plus nous avons d'informations, moins nous sommes capables de la décrypter, et plus nous plongeons dans une forme de crise du sens. Et donc, si j'avais un slogan à donner, c'est notamment « les selfies, c'est fini ». Je vous remercie.